Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des entretiens de Diane de Poitiers où nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un homme aux multiples talents et passions. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant d'un capitaine d'industrie qui n'est pas seulement un acteur économique clé de notre région, mais également un amateur et un amoureux du 7e art et de l'art contemporain. Éric Lenoir, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Diane. Pour les entretiens de Diane de Poitiers, je suis ravie de vous avoir ici. Vous êtes le président du groupe L'Alliance, groupe industriel qui réunit une douzaine d'entreprises, et notamment la plus importante, c'est Seri, qui est une entreprise spécialisée dans le mobilier urbain métallique installée à Châtellerault. C'est un groupe familial qui a été fondé en 1870 et aujourd'hui, il est le leader français du petit mobilier urbain. On y reviendra. Mais vous êtes également le directeur de la publication de la revue Les Cahiers du cinéma, la plus célèbre, la plus mythique des revues en France du cinéma et dans le monde, si je ne m'abuse pas. Donc, nous y reviendrons. Mais d'abord, un mot sur votre secteur d'activité, le mobilier urbain. Selon la formule consacrée, le mobilier urbain est ce qui est partout et ce que l'on ne voit pas. Qu'est-ce que ça représente en réalité? Le mobilier urbain, il y en a partout. Vous vous retournez dans n'importe quelle ville, même dans un village, vous avez des bancs, vous avez des barrières, des corbeilles, des abris. Et l'idée, c'est d'aménager l'espace commun. Et d'aménager l'espace commun pour qu'il soit le plus vivable ensemble. Donc moi j'appelle ça la fabrique du commun. Ça veut dire comment on fait pour que là où on vit ensemble, et là où on vit à l'extérieur, et on vit probablement beaucoup à l'extérieur, on va vivre sans doute aussi dans les villes beaucoup à l'extérieur, puisque le réchauffement climatique génère de nouveaux modes de vie. Comment on fait pour que cet extérieur soit habitable? C'est ça notre enjeu. Ça a pour vocation d'apporter le confort aux citadins, mais est-ce qu'elle a aussi pour vocation d'apporter un peu plus d'esthétisme, plus de beauté dans l'espace public? Vous le pensez comme ça? Alors, du confort, c'est sûr, mais pas que du confort, parce que c'est aussi, par exemple, on vient de faire des ombrières pour Paris, et ça change le rapport, puisque c'est un endroit où on peut s'asseoir à l'ombre. Pendant les périodes de canicule, il fait facilement 45 degrés. La température du sol, ça peut être 45-47 degrés, et sous l'ombrière, il fait entre 25 et 30 degrés. Donc, on a vraiment un décalage. On met des bancs sous l'ombrière et là, on a un endroit qui devient habitable. Donc, c'est pas juste confortable, c'est accompagner un nouveau mode de vie. À Lyon, on est en train de fabriquer les stations de tramway que nous avons dessinées et conçues. Et là, on a de la végétalisation dans certaines stations. Donc, on va avoir vraiment une sorte de jardin dans lequel on attend le tramway. Donc là aussi, ça change beaucoup les choses. Alors, après, pour répondre complètement à votre question, c'est vrai qu'on essaye, c'est pas une question d'esthétisme, c'est pas, mais d'avoir un dessin qui soit à la fois discret, c'est pas une grande démonstration de design, qui soit justifié par la fonction, et en même temps, qui réponde à un désir d'élégance et de sobriété. Le philosophe Thierry Paco avait une formule très importante et intéressante à ce sujet. Il dit « Il est l'expression de la politesse de la ville ». C'est beau ça. C'est beau, c'est intéressant. Oui. Parce que dans la politesse, il y a cette idée d'élégance et puis aussi d'ouvrir un espace dans lequel peut être l'autre. Parce que c'est bien. Cette citation. Parce que je me suis posé la question pour un industriel, est-ce que la recherche du bonheur dans les espaces la recherche des espaces heureux, est-ce que c'est un sujet pour un industriel? Est-ce qu'on le pense comme ça? Voilà, est-ce que c'est un sujet? On a des cahiers de charges, est-ce que c'est vraiment un sujet pour vous? On fait un métier difficile parce que on transforme la matière. Donc, on se confronte à la matière, on se confronte à la réalité. Il n'y a jamais rien qui va comme on a l'idée que ça irait. On n'est pas du tout dans le monde du je veux et j'exige. On se confronte à une réalité qui est à la fois la réalité de la matière, la réalité des hommes, la réalité des exigences des clients, ou des demandes des clients. Ça dépend. Tout le monde l'exprime pas avec la même acuité ou la même force. Mais tout ça, si on veut répondre à cette difficulté et créer un groupe humain qui a envie de répondre à cette difficulté,
il faut que ce groupe se dise, tiens, ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Et donc, créer des espaces heureux, ça sert à quelque chose. C'est pas vendre des morceaux de tube. Donc, cette espèce de dimension additionnelle dont vous parlez, presque poétique, elle est fondamentale. Parce que ça répond à l'aspiration des gens. Je me lève tôt, je me couche tard, entre les deux, je travaille beaucoup. Et il faut que ça aide le monde. C'est pour ça que je dis la fabrique du commun. Parce que fabriquer ce qu'on a en commun, c'est quand même autre chose que vendre des bouts de tubes soudés. Ça porte. Et cette idée d'espace heureux, ça porte. Si j'insiste un peu là-dessus, c'est parce que vous le savez, dans le débat public aujourd'hui, la question de la sécurité, la question de la propreté, en tout cas, de l'espace public, elle polarise le débat. Et en revanche, on n'en parle pas beaucoup de la conception, de l'urbanisation, de quel espace, vous voyez, de la couleur, du banc sur lequel on pourrait s'asseoir, etc. C'est pas quelque chose qui revient assez régulièrement dans le débat. Et je me suis dit, peut-être, est-ce que pour vous, vous voyez, vous avez une vision peut-être de ce sujet un peu plus importante, en fait, que... C'est toujours les deux. C'est ce que je vous disais. Dans le design, ça marche quand le design répond à une fonction. Si c'est décoratif, il y a quelque chose qui devient complètement superflu. Donc, je fais une poubelle, il faut que cette poubelle remplisse son objet. Ça veut dire que, à la fois, elle ne heurte pas son environnement, en même temps que je la vois pour... savoir que c'est là où il faut que je jette. Maintenant, on fait de plus en plus d'espace pour trier. Donc là, c'est le papier, là, c'est la peau d'orange, là, c'est ma bouteille. Donc, il va falloir que tout ça, ça se voit bien. En même temps, il faut que ça soit élégant et il faut que quand je vois cet objet, il me renvoie à l'idée d'un monde un peu plus harmonieux, un peu plus habitable, un peu plus chaleureux. Donc, il faut arriver à tenir tout ça à la fois. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais dernièrement, il y avait une certaine polémique qui est sortie, notamment sur les villes qui chassent les SDF et le mobilier urbain qui est anti-SDF. Je ne sais pas si vous l'avez suivi de près. Oui, c'est que revient. Ouais. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que c'est vraiment dans l'intention des villes aujourd'hui, justement, de commander du mobilier urbain qui chasse les SDF? C'est très difficile comme question. Ouais. C'est très difficile. Mon premier réflexe, c'est de penser que il y a des gens qui sont très démunis, qui n'ont pas d'endroit où habiter, et que quand je ne sais pas où dormir, j'ai envie de dormir sur un banc. Donc dire aux gens, ben non, on va pas vous mettre sur un banc, votre place c'est par terre, c'est absolument atroce. Alors, donc, on les empêche pas de dormir sur les bancs, mais on construit des bancs qui les empêchent de dormir. Voilà, il y a des obstacles qui font qu'on ne peut pas s'allonger. C'est une manière d'empêcher les gens de dormir sur les bancs. C'est tout à fait révoltant. Moi, c'est ça mon point de vue. C'est tout à fait révoltant. Il y a un moment où on doit apprendre à vivre ensemble avec des gens qui ont des maisons, des gens qui ont des appartements, et des gens qui sont dehors. Et les gens qui sont dehors, c'est le plus dur. Donc, s'ils sont ceux qui sont le plus durs, dans la situation la plus dure, c'est toujours ceux qui sont en trop, c'est absolument terrible, c'est très heurtant. Après, pourquoi c'est difficile? Parce que moi, c'est ma réponse immédiate, ça. Mais je suis pas maire d'une ville, je suis pas adjoint, je suis pas en charge de ça, donc c'est toujours facile d'avoir une position morale par rapport à un sujet dont on n'a pas la charge. Oui, c'est pour ça, c'est à la fois mon mouvement, mais à la fois je ne sais pas si c'est le bon mouvement. C'est toujours facile de donner des leçons quand on n'y est pas. Là, en l'occurrence, c'est un sujet aussi qui concerne les industriels, parce que c'est eux qui construisent les commandes que les politiques passent. Voilà. Bien sûr. Mais bon. J'essaye de ne pas rentrer là-dedans. Alors justement, est-ce que vous pourriez un peu revenir sur votre activité à vous? Parce qu'il faut le dire, vous êtes le numéro 1 en français du mobilier urbain, du petit mobilier urbain, et c'est quand même le plus gros de tout ce qui n'est pas publicitaire. C'est un monde à part où là, c'est des très grandes entreprises. Et ça se passe à Châtellerault, donc c'est dans la région ancien Poitou. Enfin, il y a le mot Poitou quand même qui est assez chauvin et assez cher. C'est dans le Poitou. Et en fait, c'est vraiment une fierté parce que voilà, c'est ce bassin châtelleraudais qui est très florissant. Donc, est-ce que vous pourriez un petit peu nous présenter votre activité et ce que vous avez fait depuis que vous êtes là?
Alors, c'est déjà une société très ancienne, vous l'avez dit, qui au départ était une fonderie, et puis qui peu à peu, en particulier à la fin des années 60, a évolué vers le travail du métal. Donc l'activité de fonderie a été abandonnée, et puis c'est une société qui a connu beaucoup de mutations, parce que le grand succès des années 70, c'était de fabriquer des échelles pliantes pour une autre société châtelleraudaise qui en avait eu l'idée, la MAC. Et puis, après, l'ensemble des entreprises se sont développées et ont beaucoup réussi dans l'équipement des stations-service dans toute l'Europe. Et puis, à un moment, le marché des stations-service s'est beaucoup rétracté, était divisé par 10. Et à ce moment-là, il y avait une petite niche émergente qui était le mobilier urbain. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivé. Et on a décidé d'essayer de développer cette niche et on a appris beaucoup de choses. À ce moment-là, on faisait des barrières et des potelets, on s'est mis à faire des corbeilles, puis des bancs, puis des abris, puis des stations de tramway, puis maintenant des ombrières, des produits pour garer ses vélos, plus ça va, des stations de tri, ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, on fait des ensembles de bancs entièrement végétalisés, ce sont des nouveaux produits qu'on lance. Et puis, à côté, on a toujours des activités complémentaires. On fait des panneaux d'affichage. Quand vous allez dans le métro à Paris, vous voyez le plan sur un produit Harry, qui est une autre société de l'Alliance. Quand vous prenez le train, l'information est dans un panneau Harry. On voit série partout aussi. Enfin, voilà. C'est vraiment... Mais tout ça, c'est quand vous vous asseyez pour attendre le métro, vous êtes... sur un siège. C'est pour ça que je dis ça fait la fierté des Poitevins quand on est à Paris. C'est un côté des Châtelleraudais surtout, pour être un peu plus souvent. On a plusieurs filiales maintenant, une en Eure-et-Loire, une autre dans les Deux-Sèvres, une autre dans le Bas. Et puis on a une société de pause qui couvre la France entière. Yvon Gattaz, qui était le patron des patrons sous François Mitterrand, il avait une formule au sujet de l'entreprise. Il disait la vie d'entreprise, elle se résume avec 3 C: création, conservation et croissance et conservation. Vous êtes arrivé dans la phase croissance. Ça avait déjà cru beaucoup avant. C'était l'entreprise à la fin des années 60, quand mon père l'a repris, elle était réduite à sa plus simple expression. Elle avait traversé beaucoup de tempêtes et c'était beaucoup rétracté. Donc vraiment, de 1970 à aujourd'hui, pendant 55 ans, ça a été une croissance à peu près continue, avec toujours des paliers, on croit. Donc, après, conservation, moi je dirais pas conservation, c'est un petit côté conservateur des hypothèques, un peu restreint. Mais je dirais plutôt pérennité. C'est vraiment, il n'y a pas d'entreprises qui ont 150 ans, il n'y a pas d'entreprise industrielle qui ont pas 150 ans, ou très peu dans la Vienne. Si on regarde les départements autour, il y en a aussi très peu. Donc, vraiment, ce qui a été une obsession, c'est comment on assure la pérennité de l'entreprise. Comment l'entreprise commande, en fait. Comment on a la responsabilité de cette entreprise et comment on l'a reçue, peu importe de quelle manière, par les circonstances, par X choses, par son talent, et comment on la transmet à d'autres un peu mieux qu'on l'a reçue. Enfin, ça, je trouve que c'est mieux pérennité que conservation. Parce que conservation, on dirait du lait sur le réfrigérateur. Et comment vous expliquez justement un peu cette présence d'industrie à Châtellerault, donc dans le bassin de Châtellerault? Ah ben ça, c'est tout à fait simple. Il y a la Vienne et il y a 2 choses. Il y a de l'eau et il y avait des protestants. C'est important. Et oui, c'est quoi le plus important? Ben, les deux. C'est à la fois des gens qui avaient le sens des affaires, où la valeur du travail prédominait, ça c'est les protestants, et de l'autre côté, il y avait de l'eau. Et l'eau, c'est la base pour travailler le métal. Et donc, il y a une activité de coutellerie très importante qui s'est faite à Châtellerault et qui a disparu maintenant, mais assez récemment. Ma grand-mère, elle allait chercher ses couteaux chez le coutelier à Châtellerault quand j'étais même adolescent. Et ensuite, donc, quand Colbert, je pense, a créé les manufactures d'armes, les prémices des manufactures d'armes, il a choisi Saint-Étienne, Tulle et Châtellerault.
Et la manufacture donc, a trouvé son origine là. Puis ensuite, s'est développé et a été un très très gros employeur de Châtellerault, puisque c'était là où on faisait les fusils. Moi, quand j'étais à l'armée, j'avais une arme collective. Vous étiez à l'armée? J'étais fait mon service militaire dans les chasseurs alpins. Donc j'avais hérité de l'arme automatique, c'était très lourd, et en complément, mon arme personnelle, c'était un petit pistolet que j'avais à la ceinture, et c'était un pistolet qui venait de la manufacture d'armes de Châtellerault. C'est formidable. Et donc, à un moment, cette manufacture a commencé à décliner et puis a été fermée. Et à ce moment-là, il y avait un maire visionnaire, Pierre Abelin, le père du maire actuel. Et Pierre Abelin a dit, ben, on a plein d'ouvriers, on a plein de savoir-faire, des ingénieurs, et il a été voir des entreprises de l'automobile et des entreprises de l'aéronautique, et il a réussi à les faire venir à Châtellerault. Des gens comme Valeo, comme Thales, comme Safran, qui à ce moment-là s'appelait différemment, ça s'appelait la Snecma, la Sochata, la Sfena. Et comme ça, il a reconstitué, au fur et à mesure que l'activité de la manufacture déclinait, une sorte de possibilité de transfert de tous les gens qui travaillaient là, et comme ça, le bassin industriel a perduré. Vous évoquez le personnel politique, est important, parce que bon, vous êtes très bien situé pour le savoir. Est-ce que le contexte actuel aujourd'hui est moins, allez dire, porteur pour les chefs d'entreprise, en fait? Comment vous voyez les choses? Parce que, en fait, dans vos clients, vous avez à la fois des entreprises privées et aussi des collectivités locales. Donc, oui, c'est pas un métier très politique. On peut, évidemment, il y a des projets politiques. Vous voyez, je parlais de Lyon. Le projet, c'est vraiment le projet de développer le transport en commun, puisque aujourd'hui, il y a 6 lignes de tramway. L'idée, c'est de passer à 10 très rapidement. Il y a aussi des projets comme ça à Lille. À Paris, je parlais des ombrières. Ça procède d'une volonté politique. Comme le tramway des Maréchaux avait procédé de la volonté de Bertrand Delanoë. Mais donc il y a ce multi-contexte local qui est très dynamique, avec beaucoup de projets, beaucoup de volonté, beaucoup de développement, et qu'on essaye d'accompagner. Ça, c'est déjà tout à fait formidable, parce que c'est assez rare. Quand je voyage, je vois pas toujours ça. La politique de la ville est souvent assez absente, en fait. Hein. Dans notre pays? Très limitée dans notre pays. Là, il y a vraiment toute cette recherche de comment on fait vivre les gens ensemble et comment ça se traduit dans l'urbanisation. Une sorte de maturité. La France est souvent un repère d'ailleurs dans ça, en particulier dans la manière dont les transports en commun ont été développés, et en particulier les tramways ou les bus à haut niveau de service. Mais ce n'était pas tout à fait ça la question que vous me posiez. Non, mais c'était votre réponse. Non, une partie. C'était le contexte national. Oui, parce que est-ce que pour un chef d'entreprise, on a du mal à se projeter, on a du mal à recruter, par exemple, à faire des investissements? C'est plus important que ça. Oui. On a une politique de l'éducation qui est incompréhensible, et vraiment, on a l'impression que là, il y a le ministre de l'Éducation a dit l'état de l'éducation nationale est, je ne sais plus comment il a dit, mais très grave, ça voulait dire. Donc là, c'est vraiment une urgence, et on voit bien que si on change de ministre toutes les 25 semaines ou les 20 semaines, on ne va pas avoir de politique de l'éducation. Là, il y a vraiment urgence. Parce que il ne s'agit pas, comme on l'entend souvent, d'adapter les jeunes à des emplois. De toute façon, ce n'est pas ce que seront les emplois de demain, mais qu'ils aient un corpus de savoir, de culture générale, vraiment qu'ils soient instruits, qu'ils soient préparés à apprendre, qu'ils aient une exigence de travail. Et ça, on voit que ça se défait. Ça, c'est très, très inquiétant. Alors que là, j'étais au Bhoutan il y a quelques jours. Là, on voit que c'est très touchant, parce que les gens qui étaient là nous expliquaient que c'est un pays heureux parce que l'école est obligatoire. Nous, on a l'impression que c'est un truc, l'école est obligatoire. Et eux, ils disent l'école est obligatoire. Nous, nos grands-parents n'avaient pas une école obligatoire. Et là, ça nous a propulsés. Ça veut dire que maintenant on est instruit, on peut aller faire nos études supérieures en Inde, en Angleterre, et qu'après on revient et on est riche pour notre pays de tout ce qu'on sait. Donc ça, cette richesse de l'instruction, c'est urgent de s'atteler à ça. Et l'instabilité gouvernementale met ça en péril.
Ça, c'est le premier point, pour moi, vraiment très important. Après, c'est vrai que nous, on investit. Vous voyez, en ce moment, je me demande dans quoi on investit, mais ce matin, j'avais une réunion. On dit on va acheter une machine à 300 000 euros, une autre à 500 000, une autre à 1 million. Donc, on a en permanence un programme d'investissement. Et ces investissements, on emprunte, et après, il faut rembourser les emprunts. Donc, si le cadre change tout le temps, si on nous dit, ben là, vous toucherez 8, mais non, là, vous toucherez 10, ben là, vous toucherez 3, là, quand vous employez des gens, vous les paierez 100 et ça coûtera 180, ah non, demain, ça coûtera 210 ou ça coûtera 150. C'est quand même très difficile de faire de la prévision quand on change tout le temps les règles. Alors, nous, la prévision, c'est ça qui nous permet d'investir et de garantir la pérennité de l'entreprise. Là, ça c'est un deuxième sujet très important. Après, le troisième sujet, on parle de la taxe Zuckman, on parle de... Moi, ça me semble tout à fait étonnant. Je comprends bien que on ait légitimement l'envie, la volonté que tout le monde contribue, comme dans le mariage, on contribue à hauteur de ses moyens. Oui, donc ça, c'est très important. Pas égalitaire en tout cas. Mais que chacun contribue à hauteur de ses possibilités et de ses moyens. Mais vous voyez bien que pour être une famille heureuse, si vous parlez tout le temps de la contribution de votre mari, de votre femme, est-ce que ça a bien contribué, est-ce que tout le monde a bien contribué, ça devient fou, la relation. Donc là, ça devient le sujet unique. Combien va payer qui va payer ça, et lui, il ne paye pas assez. C'est tout à fait destructeur pour les relations sociales. On ne peut pas s'aimer dans un pays où ça prend tout le champ. Je ne dis pas que ça ne doit pas prendre une partie du champ, mais là, ça occupe tout le champ de la discussion. Est-ce qu'on gère un pays comme on gère une famille? Je pense que si on n'a pas de lien entre nous, si être français, ça ne veut rien dire, il ne s'agit pas de gérer. C'est la gestion, c'est les comptes. Donc peut-être qu'il ne faut pas gérer le pays, peut-être qu'il ne faut pas gérer une famille, peut-être que j'ai un professeur qui dit maintenant on gère ses enfants et on surveille ses actions. Peut-être on devrait gérer ses actions et surveiller ses enfants. Donc peut-être que le lien qu'on doit avoir avec son pays, avec la communauté que forment les Français, c'est autre chose que de la gestion, justement. C'est sortir de ça, c'est demander comment on fait un lien entre les gens qui sont là. Vous voyez, ça rejoint aussi la question des bandes tout à l'heure. Comment on fait monde? Comment on fait monde avec les gens qui, par exemple, viennent d'arriver et sont dans des temps de quechua dans la rue? Ils sont là, comment on fait monde avec eux? Ou alors, comment on dit, ah, toi tu payes pas, toi tu payes, toi tu... Vous voyez bien, il y a un moment, c'est beaucoup trop étroit pour faire monde, et c'est beaucoup trop étroit pour avoir un socle où on a une ambition, où on a envie de s'instruire, où on a une aspiration, où on se dit, tiens, je suis là, comment je remplis ma place au mieux, comment j'ai le devoir de ma place. Vous voyez, c'est trop étroit, c'est la gestion. Donc il faut sortir. Pour répondre bien à votre question sur la politique, je trouve vraiment que nationalement, il n'y a plus aucune aspiration. On est dans la gestion. Mais la gestion, ça donne ça. C'est minable. En tout cas, il fut un temps où on a eu des gens à la fois inspirants et passionnants et passionnés dans notre région, notamment dans cette région du Poitou-Charentes. Je pense notamment à René Monory, Jean-Pierre Raffarin, qui est toujours là, bien sûr, et Lyd Cresson, tous les deux anciens premiers ministres, et Lyd Cresson, maire de Châtellerault. C'est des gens qui ont à la fois marqué l'histoire locale, mais qui avaient aussi des positions, des postes de responsabilité importants sur le plan national. Est-ce que cela, juste pour finir là-dessus, c'est important quand on a du personnel politique issu en tout cas de notre région, qui a des responsabilités au plan national, ça aide quelque part au développement de la région, avoir des connexions plus fortes? Je pense qu'on a fait une erreur importante en voulant, c'est toujours on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais quand on a séparé les fonctions exécutives des fonctions de législateurs. Parce qu'on a dit il faut renouveler le personnel politique, on étouffe, c'est toujours les mêmes, et peut-être qu'il y avait d'autres moyens pour faire ça. Parce que
les gens dont vous parlez. René Monory, il a été maire de Loudun, il a été président du Conseil général, et il a vraiment fait du Conseil général le sommet de l'exécutif, en faisant le futuroscope. Le futuroscope, surtout. Vraiment en se mettant intégralement dans l'action. Édith Cresson, elle a été maire de Thurey, puis maire de Châtellerault, et elle a transformé beaucoup Châtellerault en faisant venir des entreprises, en poussant, en tirant, en faisant un nouveau théâtre. Donc, elle avait vraiment l'expérience de l'action. Jean-Pierre Raffarin, il a été président de la région pendant beaucoup d'années, et il a beaucoup transformé la région. Le ministre de l'Artisanat avant. Il était ministre des PME. Des PME, oui, c'est ça. Je parle vraiment des fonctions exécutives de terrain, qui les ont formés, qui leur ont permis de se confronter à ce que j'appelais tout à l'heure la matière. Vous voyez, la matière, les hommes, et pas être perdus dans des discussions. Alors qu'on a l'impression que nos députés, même s'ils sont très sympathiques, moi j'ai de l'affection pour certains d'entre eux, que j'ai un ancien membre de mon équipe qui est député des Côtes-d'Armor, par exemple. Je connais bien les députés d'ici. Donc, mais le verbe ne se fait pas toujours cher. Parfois, le verbe reste à l'état de verbe et on a l'impression que quand on n'a pas eu l'expérience de la réalité, ben, qu'on est hors sol. Et la grande difficulté quand on est hors sol, c'est qu'à un moment, on voit que ce qu'on fait n'est plus relié et qu'on peut se réfugier dans le cynisme. Et là, ça devient vraiment... certains députés me racontent des discussions de marchands de tapis à coups de milliards à l'Assemblée nationale, n'a plus du tout le sentiment qu'on voit la relation entre ce dont on discute et le vrai monde. Et ça, c'est tout à fait terrible. Puis il y a, quand on n'est pas confronté vraiment à la réalité qu'il faut changer tous les jours, et qu'il faut arriver à trouver son chemin dans la réalité, on devient un peu, c'est prométhéen, on pense qu'on est l'égal des dieux, on nage dans l'hubris, on nage dans l'orgueil, et ça, toutes les traditions nous apprennent que c'est le plus grave, le péché le plus grave qui conduit à la déchéance, à la mort, à l'asservissement. Vous évoquez les qualités aussi humaines de certaines personnes, notamment Jean-Pierre Raffarin et Édith Cresson. Jean-Pierre Raffarin qui avait une formule, je pense que c'est le titre de son livre, « Je marcherai toujours à l'affectif ». J'aimerais savoir, est-ce que vous, Eric Lenoir, vous avez une certaine devise comme ça? Est-ce que vous marchez à l'affectif? Ou est-ce que vous avez une autre devise, peut-être? Jean-Pierre Raffarin, c'est incontestablement un affectif. Donc, on voit bien même son allure, il a le cadre large, comme ça. C'est toujours un petit mot pour quelqu'un, aussi. Oui, non, mais il y a d'autres gens qui ne sont pas forcément, qui ne marchent pas à l'affectif et qui peuvent être attentifs, qui peuvent être généreux. Lui, là, il aime être avec des gens, il aime générer les dynamiques de groupe, il est heureux quand il y a beaucoup de monde. Donc c'est un tempérament tout à fait extraordinaire de leader. D'ailleurs, il sera notre invité, je l'espère, prochainement. Ah, c'est une chance formidable. J'ai beaucoup de gratitude pour Jean-Pierre Raffarin. Je trouve un homme extraordinaire. Moi, j'ai pas le même tempérament que lui. J'ai un tempérament sûrement plus solitaire, plus indépendant. Mais donc c'est pour ça que la comparaison ne me semble pas, opportune, ni en termes de niveau, ni en termes de alors il n'y a pas de comparaison, mais il y a plutôt cette formule qui, je trouvais très rigolote. Ouais. Mais j'ai réagi à ça. La deuxième chose, c'est que je pense que je dirais pas l'affectif pour moi, mais mon moteur, c'est plutôt le courage. Et le courage, c'est ce qui vient du cœur, c'est la même racine. Donc, c'est vraiment comment on fait face à la situation, comment on répond à la situation, c'est même mieux que de faire face ou une sorte de conflit permanent, comment on dépasse ce conflit en répondant à la situation avec courage. Ça veut dire en se tenant. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Et quand on répond au cœur, ça veut dire qu'on répond aussi à ce qui nous fait vibrer. Ça veut dire, il y a cette expression que j'aime beaucoup, de cœur à cœur. Et puis, Heidegger explique qu'est-ce que la métaphysique. Il explique qu'une des tonalités fondamentales de l'homme,
c'est la joie. Et la joie, c'est la tonalité fondamentale de l'homme quand il se retrouve dénudé devant l'autre. Il ne reste plus que les êtres profonds, et quand les êtres communiquent, ce qui naît, c'est la joie. Alors, je trouve, c'est un peu différent de ce que dit Jean-Pierre Raffarin, mais pas si loin non plus. On va passer, c'est Eric... plus mon mode, voilà. Je comprends. On va passer, Eric Lenoir, d'une industrie à l'autre. Alors, André Malraux disait, le cinéma, c'est aussi une industrie. C'est un art et une industrie. Une industrie. Alors, pour vous, c'est plus que cela, j'imagine, parce que vous êtes un cinéphile depuis l'âge de 14 ans, si je ne me trompe pas. Vous lisez Non, 5 ans. 5 ans. Je suis allé voir le cirque, oui. Mais peut-être même avant, je pense. Ma mère m'a dû m'emmener voir le cirque de Chaplin. Je pense que j'avais 3 ans la première fois que je suis allé au cinéma, et ça a été une nécessité. Quand Vital. Oui, c'est ça. Oui. On ne peut pas faire autrement. Ça veut dire que je savais tout petit que je voulais habiter aux Champs-Élysées à ce moment-là. Mais pas parce que c'était chic. Je voulais habiter aux Champs-Élysées parce qu'à ce moment-là, les Champs-Élysées, c'était le temple du cinéma. C'était l'endroit du monde où il y avait le plus de cinéma. C'est terrible parce que donc c'était à la fin des années 60. Et maintenant, 55 ans après, il n'y a plus une salle aux Champs-Élysées. La dernière, l'UGC Normandie, a fermé l'an dernier. Donc alors ça s'est déporté ailleurs, mais on voit quand même quelque chose qui s'est défait. Donc c'était une nécessité. Et puis après, quand on est cinéphile, tout à coup on est appelé par ça, on est appelé par ça. Et puis les cinéphiles, c'est des collectionneurs. Moi, j'ai toujours été collectionneur de tout. Et je vois les livres de la Pléiade autour, mais je collectionne les albums de la Pléiade. Je les ai tous depuis le numéro 1, les albums qui sortent tous les ans. J'adore lire ça. Collectionner tout. Voilà. Donc j'ai collectionné les cahiers du cinéma depuis le numéro 1, et lu aussi. C'est pas juste pour les avoir, mais il y a être et avoir, comme le film de Kanté qui a eu la Palme d'Or. Et on se dit, tiens, j'ai vu ce film-là, je vais voir tous les films. Au début, quand on est très jeune, c'est avec cet acteur-là, et puis après, c'est avec les metteurs en scène. Et puis après, même parfois les directeurs de la photo, après les scénaristes, après. Donc, on tire un fil, et peu à peu, on ouvre le monde comme ça, et puis après, on rencontre des critiques qui nous éclairent, et qui nous font voir les choses tout à fait différemment. Donc, j'ai eu la chance de lire Serge Danet quand j'avais une vingtaine d'années, qui était un très grand critique, qui a travaillé d'abord au Cahier du cinéma, puis à Libération, puis après qui a créé Trafic. Et ça a été vraiment une sorte d'éclairage de cette cinéphilie. On entend ce goût prononcé pour le cinéma très tôt. En revanche, comment vous êtes devenu le directeur de la publication de justement cette revue que vous affectionnez tant? Je ne sais pas. C'est très mystérieux. J'ai commencé à lire les cahiers du cinéma quand j'avais 16 ans ou 17 ans, et puis vraiment à essayer de l'acheter régulièrement quand j'avais 18 ou 19 ans. C'était un peu cher, alors je l'achetais quand je pouvais voir les films dont ça parlait qui étaient en vedette, mais j'essayais de l'acheter 7 fois sur 10. Et puis après, quand j'étais au service militaire, justement, les cahiers ont commencé à faire reparaître en tomes les premiers numéros. Et donc tous les 6 mois sortait un tome avec une douzaine de numéros, une année. Donc la première année, ça devait être l'année 52, puis comme ça, il y avait 2 nouvelles années, donc j'avais l'année en cours, plus 2 années, 52, 53, et donc c'était ce qu'on appelait les cahiers jaunes de 52 à peu près 63, donc comme ça, ou 64. Ça a été fondé en 51. Voilà, en avril 51, donc c'était 51, 52. Et j'ai acheté ça et lu ça vraiment avec une assiduité, et tous les 6 mois, j'achetais le tome, et parfois même c'était vraiment un sacrifice, parce que j'avais vraiment pas beaucoup de sous. Mais et puis après, il y a un livre de Antoine Debac, qui est un historien du cinéma, qui avait d'ailleurs travaillé au Cahier, qui est sorti, Histoire des cahiers, et j'ai lu ça et ça m'a donné envie de lire les suivants, de toute la période, donc de 63 jusqu'à
78 où j'avais commencé, ou 80 où j'avais commencé à acheter mes premiers cahiers. Je les ai rachetés un par un, lus. Et donc, à un moment, j'ai vraiment bien connu les cahiers du cinéma. Parallèlement, j'avais lancé une revue étudiante quand j'étais à l'école, donc ça m'avait appris ce que c'était un routeur, ce que c'était, on avait 1 millier d'abonnés à peu près, donc un routeur, un imprimeur, donc je connaissais bien un photograveur, la chaîne de fabrication. Et puis, ça m'a toujours intéressé, puis j'ai collectionné toujours plein de journaux, je me suis intéressé à la vie des journaux, j'ai discuté avec des journalistes. Donc ce monde de la presse m'a toujours intéressé, le monde du cinéma, vous l'avez compris. Et puis, un jour, j'ai vu que les cahiers du cinéma étaient à vendre. C'est la période où tu es en faillite, en fait, presque. Ça n'allait pas très bien, hein, on peut dire ça publiquement. Mais c'était pas dit à ce moment-là. C'était le propriétaire qui était Schlagman, qui était un Anglais, qui avait acheté ça au Monde 10 ans avant. Donc a dit, moi, je vends les cahiers du cinéma. Et j'en ai parlé avec ma femme. On a dit, est-ce qu'on demande le dossier? Mais quand même, diriger un cinéma, un journal, moi, j'avais jamais fait ça. Donc je dis, oh là, laissons ça dans le compartiment des rêves. Et quelques temps après, une dame que j'avais croisée chez des amis, mais 4 ou 5 ans avant, m'a appelé en me disant, est-ce que ça t'intéresserait? Il y a un tour de table qui se fait pour racheter les cahiers, ils cherchent quelqu'un comme toi. Avec plusieurs d'autres actionnaires. Voilà, donc j'ai appelé le monsieur qui montait le tour de table, qui était un des actionnaires de la banque Rothschild qui se passionne pour le cinéma. Et on s'est rencontrés avec un autre monsieur, et ils m'ont dit, je me suis présenté, j'ai rappelé le lendemain, il m'a dit, vous nous plaisez beaucoup, on aimerait bien que vous rentriez. Bon, et puis après, chemin faisant, je l'ai rappelé, ça a mis beaucoup de temps à se faire, puis à un moment, le monsieur m'a dit, ça y est, c'est fait, on va se réunir. On s'est réunis une fois, on a acheté un peu des plans sur la comète, il y avait une des personnes que j'avais rencontrées qui devait diriger tout ça. Et puis, quelques temps après, mais quelques jours, j'ai vu que c'était moins net que ça. Alors j'ai dit, mais il y a un problème pour la présidence. Et il m'a dit oui. Et il m'a dit, mais ça vous intéresserait? Alors j'ai dit, oui, oui, bien sûr, de prendre la présidence de la holding, en fait, qui allait acheter les cahiers du cinéma. Et puis il m'a dit, je vais en parler avec les autres associés, donc des gens très connus. Xavier Niel, Alain Veil, voilà, entre autres. Moi, que je connaissais pas du tout, que j'ai parfois croisé, mais très, très rarement. Et pas tous. J'ai jamais rencontré Xavier Niel de ma vie. Et donc, il m'a dit, je vais leur en parler. Et puis après, il y avait l'Assemblée Générale. Alors, 2 heures avant l'Assemblée Générale, je me suis dit, ça marche pas, parce qu'il m'a pas rappelé. Je l'ai rappelé, il m'a dit, j'ai pas eu le temps de vous rappeler, mais on est d'accord, et donc on va vous nommer président de cette holding qui s'appelle les Amis des Cahiers, et puis directeur gérant des cahiers du cinéma, et puis directeur de la publication des cahiers. Et puis on ira demain prendre possession, parce que l'achat se fait aujourd'hui. Et donc, en fait, j'ai su 24 heures avant que j'étais le patron des cahiers du cinéma. Ça ne m'avait jamais... je pensais pas du tout que c'était ça, le poste. Et donc, je suis arrivé avec lui, rencontrer la rédaction, et j'ai été propulsé comme ça. C'est très étrange, parce que quand j'avais 18 ou 19 ans, je regardais l'ours des cahiers, et vraiment, c'était un rêve très intime, dont j'ai jamais fait part à personne, d'avoir mon nom à un moment dans l'ours. Peut-être que les rêves les plus intimes, c'est ceux qui se réalisent. Parce qu'ils sont sincères. Ouais, mais peut-être que c'est en se préparant à ce qui peut se passer. Mais toi, vous a préparé aussi pour ça. Voilà, c'est en travaillant. Je pense que on travaille, on ne sait pas trop pourquoi, on œuvre, et puis à un moment, quelque chose se présente, et quand on n'a pas travaillé, quand on n'est pas mûr pour ça, on le voit même pas. Alors que quand on a travaillé, quand on s'est préparé, quand on s'est labouré, à ce moment-là, ça marche. J'adopterai ce conseil avec joie. Mais il faut quand même rappeler, parce que ça n'a pas été facile, le contexte dans lequel vous avez pris donc toute la rédaction a démissionné, tout le collectif des journalistes. Ils ont démissionné parce qu'ils avaient... Pas tous. Ils ont dit ça, mais pas tous. En tout cas, la première réaction, c'était de rejeter. Non, il y en avait alors, un rédacteur en chef et un rédacteur en chef adjoint qui étaient tout à fait contre ce rachat. La revue était dans un état absolument calamiteux, puisque la société éditrice perdait presque 25% de son chiffre d'affaires. Donc
dire, c'était condamné à très vite. Eux, leur idée, c'était qu'on trouverait tout le temps quelqu'un qui comblerait le trou. Mais c'est pas du tout l'état de la presse aujourd'hui. Ça a été ça. Maintenant, il y a telle déréliction que ça marche pas. Donc, il fallait absolument trouver les moyens de redresser cette économie. Les gens n'étaient pas payés. Et puis, on était dans un mode assez dur de relation entre les gens, pour pas dire plus. Donc, le rédacteur en chef était un homme de coup d'éclat. Donc, il a fait une sorte de coup d'éclat. Je pense, moi, qu'il était un peu au bout du bout aussi. Après, c'est toujours pareil. On arrive. Moi, je savais que ça serait très difficile. J'avais commencé à réfléchir à des alternatives. J'avais rencontré des gens. Comme c'est un tout petit milieu, il en avait entendu parler. Donc, il se disait que j'allais de toutes les façons me séparer de lui. Donc, c'était à lui de prendre l'initiative. C'est très difficile parce que vous savez que vous pouvez avoir un conflit. Et donc, c'est normal de se préparer à trouver des solutions qui vont alternatives à ce conflit. Et en même temps, quand vous cherchez des solutions alternatives, comme nécessairement ça se fait, vous entretenez le conflit. Donc, c'est une position difficile. Donc, ça s'est terminé en effet par le départ dans une période tout à fait particulière, parce que je suis arrivé au Cahiers le 2 février 2020. Et donc, le 15 mars, la France entière était confinée. Covid, oui. Donc là, c'était... Et donc, on ne pouvait plus paraître. C'était aussi un enjeu. Il y avait plus de films. Plus de films, surtout. Donc, c'était tout à fait... Donc, ils ont encore fait un numéro, et puis ils ont démissionné. Ça a permis aussi, le Covid, de trouver une nouvelle rédaction qui a fait son numéro en mai, le numéro d'avril, ou le numéro de mai, je ne sais plus. Il y a un numéro qui n'est pas paru, mais de toute façon, il n'y a pas de film, les gens ne sortaient pas de chez eux, on était incapable d'imprimer, donc c'était tout à fait... C'était à la fois très difficile, et en même temps, ça a facilité les choses. Aujourd'hui, elle est à l'équilibre, d'abord. Cette année, j'espère qu'on va gagner un petit peu d'argent. L'an prochain, ça sera sans doute un peu plus dur, mais là, on avait un grand nombre de projets qui font qu'on montre que la société qui édite les cahiers est viable. Voilà. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle pour les cinéphiles, c'est qu'il y a un événement éditorial de taille depuis juin dernier, c'est ça? Puisqu'on a mis toutes les archives en ligne depuis le numéro 1, donc depuis avril 51. Et ça, c'est formidable pour les gens qui peuvent retrouver... déjà pour moi. Pour vous, pour vous. Moi, j'ai toute la collection dans mon bureau à Paris, derrière moi, j'ai tous les cahiers du cinéma, mais trouver, là je prépare une conférence sur Michael Cimino. Pour trouver tous les articles sur Michael Cimino, c'est pas si simple. Donc là, tout de suite j'ai accès au fond. Il y a eu ça, là il y a quelqu'un qui parle de Michael Cimino, donc on a un moteur de recherche qui a une puissance absolument formidable. Donc ça donne une matière critique qui permet de réfléchir, qui permet de se faire sa propre idée, qui permet de trouver son chemin dans l'étude. Extraordinaire pour les cinéphiles, pour les étudiants, pour les chercheurs aussi. Là, un outil de tout premier ordre. Vous serez déçu si je ne vous pose pas cette question à Éric Lenoir. Quel cinéaste vous affectionnez le plus, quand même? Je veux le dire, même si vous aimez le cinéma de manière générale. Il y a peut-être un cinéaste que vous aimez le plus? Plus que tout? Le plus, je dis plus, il y a beaucoup de cinéastes que j'aime. Mais celui avec qui pour qui je ressens une affection sans limite, c'est François Truffaut. La nouvelle vague. Alors, la nouvelle vague plus largement, Godard, Denis, Bresson, pas tout à fait de la nouvelle vague, mais qui est un des pères de la nouvelle vague, Jean-Pierre Melville, qui est un des pères de la nouvelle vague. Tout ça sont des cinéastes qui me touchent très profondément. Mais il y a chez Truffaut à la fois la filmographie, à la fois son amour pour la littérature, à la fois sa manière d'être, à la fois sa manière de se dévouer au travail, à la fois l'élégance de... Il a un côté voyou, d'une certaine manière. Quand on voit ça dans sa correspondance, il vole des livres, il se démerde. Il faut y arriver, il faut qu'il arrive à lire, il faut qu'il arrive à aller au cinéma, il faut qu'il arrive... Donc, il a un côté un peu voyou, faut trouver son chemin.
et un peu à tout prix, qui est très touchant. Et en même temps, puis même dans la critique, quand il est au Cahiers du cinéma, quand il était ça critique, castagne sec, hein, et pas toujours de bonne foi, donc c'est assez drôle, et souvent très subtil et fin. Godard a dit d'ailleurs que c'est le dernier grand critique de cinéma. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Godard, mais je trouve que vraiment, là, on réédite toutes les critiques de l'art, le journal de Jacques Laurent où travaillait Truffaut en plus des cahiers, c'est vraiment une pensée critique tout à fait formidable. Et puis, plus il est du côté des gens qui ont de la chance, plus il lâche jamais le travail, mais on voit qu'il devient de plus en plus élégant de comportement. Et il y a toujours une grande place pour l'autre, en fait. Il y a à la fois une grande place pour l'autre et puis une dignité de tenue, même quand il tombe malade, maladie terrible, hein, parce qu'il y a un cancer du cerveau soudain, il vient d'avoir une petite fille. Alors il y a vraiment une dignité d'être qui est absolument totale. Et puis, c'est très touchant. On le voit dans une de ses dernières interviews où il est apostrophe. Apostrophe, oui. Et, Bernard Pivot. Il présente un de ses derniers travaux qui est la mise à jour du livre sur Hitchcock. Et il s'amuse de tout. Donc il est très malade, très inquiet, même si je ne sais pas si on lui a tout dit, mais quand même on voit bien qu'il meurt 8 mois ou 6 mois plus tard peut-être. Absolument. Ouais. Et il a une capacité d'amusement qui est formidable. Il y a quelque chose dans le pire moment où il s'amuse de la vie, il a du recul, il y a quelque chose du goût de la farce, du goût du gag, qui est très, très touchant. Et je lisais il y a quelques jours, peut-être hier ou avant-hier, un petit témoignage de Madeleine Morgenstern, qui a été son épouse et puis qui l'a toujours accompagnée après leur séparation, et qui disait un des films où il a le plus rigolé, c'était La Chambre Verte. La Chambre Verte, c'est l'histoire d'un survivant de la guerre de 14-18 qui n'arrive plus à supporter la compagnie des vivants et se vit dans la compagnie des morts. C'est d'après un livre de Henry James, La Chambre des morts, et il a des photos, il met des bougies, et il finit par mourir incendié par donc à la fois par ce feu intérieur comme ça et par le feu réel. Et donc ce film est entièrement fondé sur le lien avec la mort, le lien avec ce qui a disparu, le lien avec les morts. Elle raconte que c'est le film où on s'est le plus marré. Qui sait plus étonnant. Où lui riait, où il y avait vraiment, en plus il joue le personnage principal là, de Julien Daven, et que c'était vraiment, et qu'en fait, à la fois c'était très grave et en même temps, il était tout le temps en train de rire de ce très grave. Donc il y a toujours un équilibre entre le très grave, le très douloureux, ce qui nous atteint le plus, et puis ce qui est drôle, ce qui est léger. Et c'est vraiment pour moi tellement les deux bouts qu'il faut tenir pour être parfaitement humain que c'est vraiment quelqu'un dont le travail, la vie ont guidé la mienne. Dans l'une de ses interviews, d'ailleurs, ça me revient, il disait justement à Radioscopie, donc face à Jacques Chancel, la vie sociale des gens, elle me barbe. Alors leur vie affective m'intéresse beaucoup. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que je me dis que la vie affective, enfin personnelle, intime de quelqu'un, ce que ça dit sur comment il se tient tout seul dans son coin face au monde, pas quand il est face à la caméra. Mais j'aimerais savoir, vous, Éric Lenoir, avec toutes les missions, toutes les fonctions qui sont les vôtres aujourd'hui, comment vous faites pour tenir? Ça me fait penser aussi à une autre pensée d'Archimède. Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai la terre. C'est quoi votre point d'appui dans la vie pour pouvoir tenir? De revenir sur ce que dit Truffaut, parce que c'est très intéressant. C'est la vie sociale, ça m'intéresse pas, mais la vie affective, ça m'intéresse. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce que dans ces films, il porte une très grande attention à la documentation. À la fois, il dit j'ai la haine du documentaire, mais ces films sont très bien documentés. On voit le personnage du détective privé dans Baiser volé, le personnage que joue Depardieu dans La femme d'à côté. La femme d'à côté, oui. Où
avec les maquettes, où il fait des essais avec des maquettes de bateaux. Et tout ça, c'est très finement documenté, il envoie des gens se documenter, regarde, il faut vraiment que tout soit crédible, et ça l'intéresse beaucoup, le métier des gens. Donc, ça fait partie de la vie sociale. Oui. Ce qui l'intéresse pas, c'est la mondanité. C'était pas mondain, c'était pas mondain. Non, ouais. Tous ambigu, mais quand il dit la vie sociale, c'est ça. Moi, ça m'intéresse pas beaucoup non plus. Le métier des gens, ça m'intéresse beaucoup. Comment ils œuvrent. Et c'est après, je pense, qu'est-ce qui fait tenir? Ce qui fait tenir, c'est l'aspiration, c'est de répondre à son désir. C'est de ce que je disais pour le mobilier urbain. Ce qui fait tenir, c'est de se dire que ce qu'on fait est utile, ce qu'on fait sert quelque chose. Donc, il y a ce qu'on fait, tout ce qu'on fait. Il y a, vous l'avez dit, l'entreprise, c'est très très important, c'est le cœur de ma vie. Après, les activités autour du cinéma, donc il y a les cahiers du cinéma, mais il y en a d'autres. Et puis, l'enseignement de la méditation, où j'enseigne la méditation, où j'essaie de montrer en ce moment des œuvres d'art moderne, comment la méditation peut nous aider à avoir une dimension d'intimité avec une œuvre d'art. Par exemple, comment vous pouvez voir un tableau de Hantaï et comment, au lieu d'être intimidé, vous pouvez rentrer en intimité avec ça, ou un tableau de Michaud, ou un tableau d'Olivier Debray, ou du Buffet, pour prendre quelques peintres. En tout cas, vous êtes convaincu que l'art, il peut sauver une vie. Je pense encore une fois à la vie d'ailleurs d'Eric Manuel Schmitt, Charlotte Delbo, qui sont deux personnes, si je ne cite que, parce que l'un a été sauvé par Mozart et l'autre par un vers de poésie. L'art, la poésie peuvent sauver une vie? L'histoire de Charlotte Delbo, c'est fou. Donc Charlotte Delbo, c'était l'assistante de Louis Jouvet. Elle était partie, donc Louis Jouvet était parti en tournée en Amérique du Sud quand la France était envahie. Et Charlotte Delbo a appris que son amoureux était dans la résistance. Et donc elle a dit, je veux rentrer en France. Et Louis Jouvet a essayé tout pour l'en dissuader. Il a dit, mais vous allez mourir. Elle a dit, mais c'est pas grave. Et donc elle est arrivée, et très rapidement, ils se sont fait attraper les deux. Lui est mort très vite, et elle est partie dans un convoi, je ne sais plus, un convoi des 143, je ne suis pas sûr du nom, femmes qui ont été déportées, où il y avait Vaillant Couturier dedans, et un certain nombre d'autres femmes de premier plan. Et alors que c'était très tôt, la statistique terrible, c'est que les gens qui ont été déportés à ce moment-là, c'est moins de 2% sont revenus. Et là, de ce groupe, 30% sont revenus. Donc 70% sont morts, ce qui est fou, horrible, mais 30%. Et Charlotte Delbo, dans ses livres qu'elle a publiés beaucoup plus tard, parce qu'elle montre qu'il y a deux choses qui l'ont tenue. Il y a à la fois la solidarité de ce groupe, donc ça veut dire ce dont on parlait tout à l'heure, le vrai courage qui est alimenté par le lien du cœur, et en même temps, ce qui l'a tenu, c'est la poésie. Elle a réussi à se remémorer vers par vers le misanthrope, et elle le disait aux autres. Et donc, elle avait une très grande culture théâtrale et poétique, et donc... Elle a une voix d'ailleurs extraordinaire. Elle a une voix extraordinaire. Il y a une interview d'elle à Cardioscopie, Jacques Chancel, qui est vraiment magnifique. J'invite les gens qui seront intéressés d'aller voir. Elle a une voix vraiment qui nous plonge un peu dans cette époque. Et donc, elle reconstituait ça et elle le disait aux autres. Et c'était vraiment, c'est ce que je dis, c'est l'aspiration la plus haute. C'est ça qui nous tient. Donc, Éric Lenoir, nous arrivons à la fin de cette émission. Oui. Et je ne résiste pas à vous poser ma dernière question. Si vous deviez vous exiler sur une île avec un seul livre pour bagage, vous choisiriez quoi? Alors, soit Rimbaud, les œuvres complètes de Rimbaud, qui doivent être là. Oui, ça doit être là, dans les collections de la Pléiade. Découvrir, on peut relire Une saison en enfer 100 fois, et on redécouvre toujours quelque chose de cette imagination, de cette... Vous voyez, j'avais appris il y a quelques années le bateau ivre, et vraiment, ma mémoire,
effiloche un peu, donc il faut s'entretenir tous les jours. Donc je fais ça pendant 1 an et demi, je savais vraiment bien, puis après c'est parti. Mais à chaque fois que je le relisais, à chaque fois, vers par vers, j'avais une nouvelle dimension qui s'ouvrait. Ça n'en finit jamais. Alors ça, c'est si il n'y a pas beaucoup de place, et puis s'il y a plus de place, la recherche du temps perdu. C'est plus gros, mais c'est aussi riche. Voilà, parce qu'il y a vraiment... dans la recherche du temps perdu, on apprend que... C'est Michaud qui dit ça, mais il y a plus de spiritualité à regarder une goutte d'eau qui s'étire et puis qui tombe sur la table que de parler de faire des grands discours. Et vraiment, la rencontre de son esprit que Proust nous incite à faire, dans laquelle il nous emmène, c'est vraiment de rencontrer le réel, de rencontrer son esprit, de rencontrer le rapport entre l'expérience, le monde et soi-même de la manière folle. C'est vraiment... donc c'est la découverte profonde que la spiritualité la plus intense, elle est dans notre rapport au monde et pas dans quelque chose qui nous serait au fond très étrange. En tout cas, ici, on est convaincu que la lecture, ça n'est pas du temps perdu. La discussion autour d'un livre, ça n'est pas du temps perdu, bien au contraire. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Merci beaucoup.